À vous la parole, mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Grande est notre joie de vous présenter ces nouveaux numéros de ces magazines au cœur de l'actualité qui vous propose la télévision Bossolo TV. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2022. Nous avons l'insigne honneur de recevoir un invité inhabituel, mais aujourd'hui, il s'est décidé de ventrer le boa, de parler à cœur ouvert, de discuter avec nous sur certaines questions d'actualité. Il aura la parole dans cette tribune. On va échanger avec lui à bâton rompu sur des questions d'ordre politique, économique, judiciaire et aussi social qui touchent sensiblement la République démocratique du Congo. Nous n'oublierons pas de parler de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo avec la guerre. Vous voyez, aujourd'hui, le FRDC est en train de gagner le terrain. Demain, le rebelle repousse, on posera des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe-t-il, quel rôle jouent les autochtones, quel rôle joue la société civile congolaise. J'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau M. Christopher Ngoy, président coordonnateur national de la société civile Congo, de la République démocratique du Congo, défenseur des droits de l'homme et aussi président de la Synergie Congo Culture et Développement, qui est une organisation non gouvernementale. Je m'en vais déjà dire, souhaiter bienvenue à mon invité. Merci, cher ami. Vous vous sentez bien, M. Christopher? Très à l'aise. En tenue décontractée, qu'en est-il? Écoutez, le pays est agressé. Nous devons prendre les choses au sérieux. Nous sommes en pleine guerre. Vous soutenez la thèse que nous sommes en pleine guerre? Il n'y a pas eu de déclaration officielle? Il n'y a pas encore de déclaration officielle, mais les éléments de terrain les confirment. Et aujourd'hui, le Rwanda attaque la RDC. Donc ça, c'est clair. Quelles sont les preuves probantes? Il y a des preuves qui ont été présentées hier à la CIRGL. Et on a trouvé sur les chantiers abandonnés, sur les fonds abandonnés par les forces du M23, on a trouvé du matériel militaire rwandais. Et pourquoi le Rwanda s'attarderait d'attaquer la République démocratique du Congo? Pour gagner quoi en revanche? Parce que sur le plan développement, sur le plan émergence, on croirait que le Rwanda a plus des avancées que la RDC. C'est un développement assis sur une émergence factice. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Il n'a que le thé comme richesse, comme seule richesse. Le reste, il l'a puisé en RDC. Étant donné que les choses ont évolué et que maintenant, il y a un responsable à la tête de la RDC et les taux se resserrent autour de lui, il est obligé d'abandonner cette option. Et voilà qu'il passe également, lui, de son côté, il passe à la vitesse supérieure. Il réclame carrément le contrôle de l'Est de la RDC à travers ces supplétifs que sont les M23. Et ça, il a reçu un non catégorique de la part du président de la République, faisant tête Kilombo, et devant ses compères à Nairobi. Et l'activisme du Rwanda, nous sentons qu'il n'est pas prêt à abandonner, parce que depuis que le tas de siège a été installé à l'Est, en Ituri et au Nord Kivu, nous avons constaté que les usines que le Rwanda a installées sur son territoire pour la transformation de matières premières extraites en RDC frauduleusement, ces usines ont tari. Donc, elles n'ont pas de produits pour pouvoir fonctionner. Et cela voudrait dire que le Rwanda va entrer en récession. Et M. Kagame, qui est habitué à se faire tarir comme un grand gestionnaire, à la pointe d'une gouvernance exemplaire, et il est en train de paniquer. Il voudrait maintenant, à travers ces supplétifs, revendiquer, il les revendique, donc l'Est de la RDC, ce qui n'est pas acceptable. Et pour cela, il s'active à évaluant, si jamais il entrait dans une opération pour atteindre Kinshasa, ça serait très périlleux pour lui. Et il s'active à trouver un pied-à-terre autour de Kinshasa, le siège des institutions. Et comme ça, il pourrait lancer une aventure, c'est-à-dire attaquer à l'Est et puis attaquer également les sièges des institutions directement. Et pourquoi on a su cela aussi tard? Il fallait qu'un état de siège soit déclenché pour qu'on sache aujourd'hui les vraies intentions du Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, qui autrefois, Kagame, était côte à côte avec le président congolais, qui lui avait quand même qualifié de frère. Oui, mais écoutez, moi je crois qu'il y a eu une politique
une diplomatie très subtile de la part du président de la République qui a poussé les pions de manière à ce qu'aujourd'hui, le Rwanda ou le président rwandais se dévoile. Le masque tombe. Alors que, ça c'est de 1, de 2, cela est resté caché pendant très longtemps. C'est parce qu'à la tête de la RDC, il y avait ces supplétifs du Rwanda. On connaît d'où est ici le pouvoir AFDEL, qui a gouverné jusqu'en 2018. Et on connaît M. Kabila, d'où ils sont tous venus, on connaît. Et ils n'ont jamais usé des prérogatives que la Constitution leur confère pour faire face à ce dossier, c'est-à-dire éventrer le bois ou pousser le Rwanda à quitter sans embâche la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ce fait, et c'est ainsi que nous entrons dans un nouveau, dans une nouvelle dimension avec de nouveaux paradigmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas interroger l'histoire pour savoir s'il y a eu un précédent fâcheux entre la République démocratique du Congo et les Rwanda par rapport aux anciens gouvernants? Est-ce qu'il n'y a pas eu des accords qui aujourd'hui compromettent l'histoire? Oui, mais il y a des accords. Qui ont été signés, mais c'était sous le dos du peuple congolais. Il n'y a jamais eu une discussion pour aboutir à signer un quelconque accord au niveau du Parlement. Et le peuple n'a jamais été informé, si bien qu'il y a plein d'accords, mais qui ne sont jamais rendus publics. Et tout dernièrement, j'ai vu qu'il y a même un document qui circulait, qui a été signé par Tshibanda Ntunga Mulongo, alors ministre, je crois, des Affaires étrangères de M. Kabila. Et ça, ce sont des intrigues qui étaient faites à l'issue du peuple congolais. Et ces accords n'engagent que ceux qui les ont signés. Le peuple congolais n'est pas engagé. Je prends 32 ans des pouvoirs de Mobutu. Je prends 10 ans d'exercice des pouvoirs de Laurent Désiré Kabila. Je prends 18 ans des règnes de Joseph Kabila Kabange. Ce qui fait 52 ans. 52 ans. Et puis, comparé aux 3 années de Félix Tshisekedi par rapport à la crise qui s'est enracinée en l'est du pays, pensez-vous que ça serait chose facile de démanteler toutes ces poches de résistance à l'est du pays? Ça ne serait pas chose facile, mais il faut le faire. Comment le faire? On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre option. Bon, présentement, il était question d'abord de pousser les pions de manière à isoler le Rwanda diplomatiquement. Donc l'état de siège, c'était qu'un camouflet? Ce n'est pas un camouflet. Vous savez, l'état de siège, c'est une avancée très significative, parce que sans l'état de siège, on n'aurait pas su ce qui se passe aujourd'hui. Le Rwanda ne se serait pas dévoilé. Hein? Sans l'état de siège, on n'aurait pas maîtrisé les méandres, parce qu'aujourd'hui, il y a des traîtres, c'est-à-dire de notre armée était complètement infiltrée, et même au sein de la population, elle est infiltrée. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on arrête de désinfiltrer avec preuve. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent des armes, qui achètent des médicaments et tout ça pour aller livrer aux rebelles. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, nous savons que parmi nos officiers, il y en a qui travaillent clairement pour l'armée rwandaise ou qui répondent de Kagame, qui sont sur le front et qui empêchent toute entreprise pouvant mettre en mal l'armée rwandaise. Ça, c'est connu. Donc, c'est pour dire que l'état de siège, c'est une avancée significative. Et ceux qui disent matin, midi et soir qu'il faut mettre fin à l'état de siège, bon, je me demande, c'est qu'on aurait en retour, c'est-à-dire on reviendrait à dire que on abandonne l'Est et puis le Rwanda peut prendre. C'est-à-dire que ça serait un aveu d'échec. Alors que nous avons pensé, et nous continuons à penser, à considérer que après l'état de siège, on ne peut pas rentrer, on n'a pas le choix de rentrer. Et il faudrait, avec l'expertise, l'expérience de terrain, notre armée, aujourd'hui, il est monté en puissance. Et il faudra appliquer maintenant toute la puissance pour entrer en guerre ouverte. Parce qu'il n'y a plus d'embâche possible. Le Rwanda, on connaît que le M23 égale Rwanda. Et on doit faire une déclaration de guerre contre le Rwanda. Et on se battrait, on mettrait alors en jeu, on mettrait l'effectivité de notre puissance militaire. Et je crois que le Rwanda ne pouvait pas s'en sortir. Monsieur Christopher Ngo, il faut pas
donner la possibilité à l'armée de jouer avec le feu aussi longtemps que vous savez, vous savez que le Congo est sous embargo. Le Congo est sous embargo aujourd'hui. Oui. Pour acheter les munitions, nous sommes sous embargo, si vous le savez. Écoutez, mais pourquoi déclarer une guerre avec un État qui est d'après certaines sources, et possède l'arme nucléaire? Je n'ai pas dit ça. Ce sont vos propos. Le Rwanda, c'est un petit pays, avec une petite armée. Et le Congo, c'est un grand pays, c'est une puissance militaire, ici en Afrique. On a eu le pouvoir par le passé, et même le passé récent. Bouza Mabé, pourquoi on l'a exécuté? Qui sont la manœuvre de tout ça? Je dis bien, il avait mis en mal, il avait mis en échec, tenu en échec l'armée rwandaise. Mamadou Ndala, où est-il? Il a harcelé l'armée rwandaise et puis il l'a tenu en respect. On l'a exécuté. Général Baouma, où est-il? C'est des officiers qui ont eu à prouver que nous avions une grande armée. Et la théorie selon laquelle le Rwanda c'est une photo de guerre et tout ça, non. Le Rwanda est spécialiste dans les intrigues, l'infiltration, l'achat des consciences. Et moi je me rappelle que les RCD Goma et tout ça c'était le Rwanda. On les a tenus en échec, on les a tenus en échec à Kabinda. Ils n'ont pas pu traverser pour atteindre Bujumaï. Et ça, c'était un état d'esprit entretenu par le pouvoir de M. Kabila, entretenu par les militaires ou les supplétifs ou les infiltrés au sein de l'armée congolaise. Et vous dites bien que il y a eu la gestion de Mobutu pendant 32 ans, Kabila père pendant 2 ans, Kabila fils pendant 18 ans, ce qui fait à peu près 52 ans. 52 ans, vous demandez que le pouvoir actuel, au bout de 3 ans, qu'il puisse effacer tout ce que les autres ont. Parce que nous avons combattu Mobutu. Nous savons ce qu'il y avait du temps de Mobutu et pourquoi nous l'avions combattu. Nous avons combattu également tous les régimes qui ont suivi. Et le pays était en train de s'enfoncer, avait atteint des niveaux inacceptables. Et pour se relever, il faudrait remettre le pays sur des rails. Sur les rails, alors il faut d'abord un socle. Et ce socle... c'est la fin de la guerre à l'Est. Entre autres. Il faudrait mettre la fin... Quelle guerre qui peut durer plus de 20 ans, qui ne se termine pas? Alors, M. Christopher Ngoy, je rentre dans le cadre de la gouvernance publique de Félix Tshisekedi, déjà 3 ans à la tête de la République démocratique du Congo, depuis son élection le 24 janvier 2019. Il a prêté serment devant la nation congolaise, devant la communauté internationale et nationale. En toute franchise, comment évaluez-vous les bilans de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC 3 ans après? Mais nous venons de parler ici, sur le plan sécuritaire. De manière globale. De manière globale, moi je peux vous dire que le Congo, pendant la gestion de M. Mobutu, était endetté jusqu'à la lie. Nous sommes à l'époque de Félix. Nous sommes allés, ça c'est pour évaluer maintenant le niveau ou la profondeur du gouffre dans lequel on était. Kabila est arrivé, Kabila père, nous disant qu'il allait sauver le pays. Oui, il a essayé, c'était un simple soubresaut. Et on l'a exécuté. Et ceux qui ont pris le pouvoir l'ont orienté dans une autre direction. Il n'avait rien à voir avec les aspirations dont nourrissait Kabila père. Et ils ont continué, là, ils ont instauré le pillage comme système de gouvernance. Ils ont passé à tabac la GECAMIN, SNCC, et puis partout où pouvaient passer les finances publiques, ils ont récupéré. Le trésor public, c'était leur poche. Et il y a des gens qui circulent avec des cartes de visa. Carte visa, oui. On les a vus. Donc, lorsque nous disions, déjà à cette époque, que le pays était en train d'être privatisé, tous les ports étaient privatisés. Toutes les sociétés. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Les mines, n'en parlons pas. On a vendu les mines à vil prix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période où ceux qui volent, ils sont dénoncés et traqués. Il y a l'IGF qui fait son travail. Et le budget, pendant la période de Mobutu, on ne parlait même pas d'un budget. C'était au bon vouloir de M. Mobutu. Il pouvait utiliser la GECAMIN à son aise. Et puis, il pouvait
et il dirigeait ce pays, c'était ça la dictature, le système de Mobutu. Iba Mouké Tigandam, c'était ça le système. Et M. Kabila est arrivé, on pensait à l'amélioration, mais c'est tout à fait le contraire, ça a été pire que Mobutu parce qu'il a récupéré les bons Mobutistes, il les a utilisés comme experts, et ils ont encore amélioré le système de prédation. Et maintenant là, nous avons un budget. On peut parler d'un budget. Malheureusement, lorsque M. Ilunkamba, parce que pour comparer, M. Tshisekedi est arrivé, il y a eu la coalition FCC-Cash. FCC-Cash, oui. Et cette coalition, nous, société civile de la RDC, nous avons détecté qu'elle ne pouvait pas mener le bonheur que le peuple congolais attendait, parce qu'il y avait un blocage sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance. Et nous avions dénoncé et demandé au peuple, à travers une pétition qui a réuni plus de 100 000 signatures, à mettre fin à cette pétition, et nous avons été compris. On y a mis fin. Caractéristique de la gouvernance Ilukamba. Un budget proposé ou projeté à 10 milliards. Ils arrivent, sans rire, ils disent que ça c'est impossible, il ne faut pas rêver. On ne peut pas voir un budget qui va au-delà de 5 milliards pour ce pays. Un grand pays comme celui-ci, avec autant de fonctionnaires, autant de défis à relever, on vous dit qu'on ne peut pas atteindre 5 milliards de dollars, un budget de 5 milliards de dollars. Donc c'était impossible pour eux. Alors, nous avons matraqué, et puis Lukamba est parti, il y a eu un nouveau gouvernement, avec l'Union sacrée. Et le Premier ministre Sama Lukonde. Mais aujourd'hui, on a un budget qui est affiché, qui n'est pas factice, et dont les assignations sont en train d'être atteintes. Pour le mois d'avril, la DGI a réalisé 1,5 milliard, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire de ce pays. Mais ça profite en quoi à la population? Tous ces bagatelles sommes. Nous y allons. Vous m'avez demandé de comparer. Oui. Et ça, c'est une avancée significative. Mais quand vous comparez, pensez une aussi... importance historique. Il est vrai, je vous ai dit qu'il fallait d'abord tirer le pays du gouffre, le remettre sur les rails, et pour poser les rails, il faut un socle. Ce socle-là s'appelle budget. On ne peut pas prétendre avoir un socle avec un budget, un grand pays comme celui-ci avec autant de défis, un budget en dessous de 5 milliards, même un budget de 10 milliards, c'est insuffisant. Mais il faut un socle, il faut là un seuil par où il faut commencer. Ok. Alors, aujourd'hui, vous demandez qu'il y ait un pacte directement sur le social. Oui, ça va arriver. Ça va arriver avec des augmentations de salaires. Ça va arriver avec l'application, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Ça va arriver avec tout ce qu'on est en train de faire, parce que ce pays mérite un budget qui peut aller jusqu'au-delà de 20 milliards. C'est faisable. On doit quitter le postulat selon lequel le Congo était incapable de mobiliser ou de projeter un budget à 2 chiffres. Donc, on est sorti de là. Et c'est déjà une réussite, une avancée significative. Parce que quand on parle de budget, on parle de l'argent comptant. On parle de l'argent. Et sans ce budget-là, on ne peut pas parler de l'émergence. Parce que pour atteindre l'émergence, il faut d'abord un système politique. Un budget qui dépend. Équilibré. Un budget, Oui. Monsieur Christopher, si vous permettez, un budget que vous êtes en train de louer tantôt, mais qui aujourd'hui, dans l'applicabilité, vous verrez qu'il y a des dépassements budgétaires dans les institutions. Je prends par exemple la présidence de la République, je prends le Parlement, l'Assemblée nationale. Vous voyez que non, le budget alloué à ces institutions dépasse. Ça ne reflète pas le vécu de la population. Oui. Aujourd'hui, c'est bien, il y a des mobilisations à applaudir, mais ce qu'il faudrait dire, dans la faisabilité, il y a des dépassements budgétaires. Vous parlez de la présidence de la République. Toutes les institutions. Lorsque on sort d'un tel gouffre, où sur le plan diplomatique, le pays n'existait plus. Oublié complètement. Absent à tous les rendez-vous. Et il fallait faire parler du Congo, le remettre dans l'esprit de la communauté internationale. Ça a un budget, ça a un coût. Et aujourd'hui, il y a des gens, représente des quoi, les différentes sorties du président de la République. Oui, voilà. Mais sans voyager, sans des contacts physiques. Comment on va parler du Congo? Et ça apportait quoi à la République du Congo? 3 ans aujourd'hui, je suis en train de vous dire que la donne sur la guerre, même à l'Est, on parle de la guerre de l'Est, a changé parce que M. Kagame est mis à jour aujourd'hui
Il est complètement isolé, si vous ne le savez pas. Et il y a une coalition militaire des armées, hein, des pays, de certaines organisations régionales qui vont venir ici. Aujourd'hui, on parle de démarcation entre les rebelles congolais et les rebelles étrangers. Avant, on disait toujours non, les forces négatives. On les mettait tous ensemble. Et lorsqu'on allait sévir sur ces forces négatives, on usait d'une très forte pression sur les rebelles congolais, donc les Maï-Maï, et on préservait les autres. Et c'est pourquoi la situation a trop duré. Et aujourd'hui, à travers une diplomatie de pointe, le Rwanda, maintenant, il sèche même un certain rendez-vous, tout simplement parce qu'il se sent laminé. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y a d'autres apports qui ont fait que la diplomatie a pu harmoniser les rapports avec les FMI, avec la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on parle du Congo comme pays solution, en parlant du climat. Qui en parlait? Parce que c'est le même pays, ce sont les mêmes partenaires. Il apporte des solutions sans gagner. Oui, bien écoutez, ne serait-ce qu'au niveau de dire le Congo, aujourd'hui on est en passe même de rectifier que c'est le premier réservoir en termes de forêt, parce qu'on parlait de l'Amazonie, mais aujourd'hui il y a des experts internationaux qui établissent que non, l'Amazonie vient même après le bassin du Congo. Alors, c'est-à-dire, ça a des retombées en termes de finances. Ça a des retombées. Et ces retombées-là vont apporter beaucoup, parce que nous avons une tourbière ici. Le monde entier n'est mise, ne jure que sur cette tourbière. Donc le Congo est réellement un pays solution. Qui pouvait défendre ça? Qui pouvait présenter le Congo dans cette position? Félix Tshisekedi. Il l'a fait. Vous l'assumez. Monsieur Christopher Nkoye, vous venez de dresser un tableau classique de la situation sécuritaire et aussi économique de la République démocratique du Congo. Parlons un peu de ce que vous êtes par rapport à la structure que vous pilotez en République démocratique du Congo, étant que coordonnateur national de la société civile congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire un état des lieux de la société civile congolaise? Parce que ça pilule comme des champignons. On ne sait pas. Comment on peut vous classer? Écoutez, d'aucuns considèrent, comme c'est à la mode, qu'il faut se dire société civile, articuler des dossiers, présenter aux organismes, aux ONG internationales, avoir des financements et vivre avec tout simplement. Mais nous pensons. Ça, c'est l'appréhension de qui? On voit ça, on sent ça. Mais vous êtes le président d'une... Je suis coordonnateur général de la société civile RDC. Ça symbolise quoi être coordonnateur national? Ça symbolise l'âme du peuple congolais. Le peuple congolais a ses aspirations légitimes. Que vous portez. Et fondamentales. Que je porte pour que la société civile RDC porte. Quand la population est marginalisée par rapport au dossier RAM, vous regardez, quand il y a des taxes exorbitantes, vous observez, mais on ne vous sent pas. Non, nous avons réagi sans passion. Nous avons réagi sans passion. Et nous avons indiqué comment le dossier devait être traité. Juste une indication. Non, nous étions debout. Fallait-il casser pour être entendu? Moi, je crois que devant des gens qui ont travaillé avec nous et qui peuvent nous entendre facilement, nous leur parlons, ils écoutent. Nous sommes dans l'état des lieux. Aujourd'hui, RAM n'existe plus, a été mis de côté. De manière camouflée. Parce que, bon, pas de manière camouflée, mais le résultat est que RAM a été mis de côté. Et il y a eu des méchantes langues parce qu'il faudrait pas, il faut cesser d'instrumentaliser toute option, de transformer toute revendication en revendication politique relativement au positionnement qu'on voudrait avoir sur l'échiquier politique. Ça, c'est malsain. Pour revenir à la société civile retenait que c'est le peuple organisé, comme on le dit. Organisé comment? En tant que souverain primaire, au regard de l'article 5 de la Constitution. Et ce n'est pas qu'au Congo, c'est pareil pour toutes les constitutions à travers le monde. Le peuple a toujours, et le receleur, la primauté de la souveraineté. Mais la nôtre, elle joue quel rôle? La nôtre, elle joue le rôle de mettre ce peuple souverain face à ses responsabilités. Lui permettre de jouer un rôle. Son rôle qui commence par la gouvernance,
sachez que les droits de l'homme commencent par le droit de première génération. Ce sont les droits politiques. Mais il y a des amis qui s'évertuent à dire au peuple qu'écoutez, vous êtes apolitique. C'est-à-dire, parler politique, c'est péché. Ça ne correspond pas avec vos aspirations. Mais nous disons, le premier gestionnaire, c'est lui au nom de qui on gère, c'est le peuple. Il doit être regardant sur tout ce qui se passe sur le plan politique. Pourquoi? Parce que l'État est son émanation. En quelque sorte, l'État se trouve être la société civile au plus haut degré d'organisation, c'est-à-dire avec une constitution, avec des lois, avec des codes, avec des institutions. Et qui anime ces institutions? C'est nous-mêmes, le peuple, qui votons les gens, qui donnons mandat, et ces gens entrent là-bas pour réaliser quoi? Nos besoins. Est-ce que la société civile, il faudrait que cela soit compris par tous les acteurs de la société civile. Et ainsi, on pourrait faire un travail auprès du souverain primaire qui ignore ses prérogatives et qu'on contraint à les abandonner, même à les oublier. Et c'est ce qui fait le champ ou le lit de tout ce que nous pouvons dire comme dictature à travers l'Afrique, à travers le monde, et que le Congo n'a pas été épargné. Est-ce que vous êtes convaincu que la société civile congolaise est représentée dans les institutions? La société civile congolaise est représentée dans les institutions à travers les élus que le peuple a votés. Et vous êtes satisfait de cette représentation? Et nous disons la qualité de la représentation n'est pas l'idéal, n'est pas idéal tel que nous aurions souhaité. Voilà, par les francs. Alors, c'est pourquoi nous disons, il est de la responsabilité de nous, acteurs de la société civile, de comprendre d'abord ce que c'est la société civile et de jouer pleinement le rôle de la société civile, qui est de conditionner le peuple, le performer, à pouvoir comprendre comment il peut jouer son peuple, parce que lui est le premier patron. Et si lui, qui a ces pouvoirs-là, qui a la primauté de la souveraineté, est ignorant de ses obligations, est ignorant de sa responsabilité, alors ne vous plaignez pas du reste. Et lorsque j'entends certains amis dire que la société civile est apolitique, alors que la politique, c'est une thématique de la société civile par excellence, c'est une grande aberration et qu'il faut abandonner. Qui est le coordonnateur. Et ça fait le coordonnateur Christopher, que je suis, s'évertue à écarter. La société civile est politique. Elle est politique. Parce que la politique, c'est une thématique de la société civile. Et comment vous l'appliquez? C'est une thématique des droits de l'homme. Comment vous l'appliquez dans le fait? Nous l'appliquons à travers le peuple. Je vous ai dit ici que en auscultant la manière dont la coalition FCC-CACH est en train de se déployer, c'était une coalition politique, totalement, entièrement politique, issue d'une élection. Qui s'était présenté, qui avait voté, c'est le peuple. Et nous avions tout de suite constaté que cette coalition n'allait pas dans le sens que le peuple aurait souhaité. Et nous nous sommes mis debout avec une pétition. D'aucuns nous ont dit non, ça c'est pas le rôle de la société civile. Nous avons dit ignorance. C'est une ignorance. Et nous avons fait ce travail pour arriver à changer les choses. C'est la société civile qui peut changer les choses. Pourquoi? Parce que l'État, c'est son émanation. Et si l'État ne fonctionne pas bien, si l'État a des insuffisances, si l'État a des difficultés, il ne faut pas demander à un malade de se guérir lui-même, de s'auto-guérir. Il faudrait toujours qu'un médecin, il faudrait toujours qu'il y ait une structure qui se trouve au-dessus de lui pour lui venir en aide et le guérir. C'est ça le rôle du peuple, c'est ça le rôle de la société civile. Je vous prends dans le cadre de l'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y a convocation d'un congrès pour élire un juge qui va remplacer Polycarpe Mungulu, qui était décédé récemment. Alors, dans ces tractations politiques ou cette judiciaire, quel rôle joue la société civile? Bon, le rôle de la société civile, c'est d'abord de ramener la raison. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit que l'État, c'est une émanation de la société civile. L'État fonctionne avec des institutions. Qui animent ces institutions? Ce sont des hommes mandatés par le peuple souverain. Souverain, oui. Et lorsque la Constitution dispose que, en tant qu'institution, le Parlement soit bicaméral, c'est-à-dire le Sénat, qui est la chambre haute,
qui est la représentation des peuples, et l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse, qui est la représentation des citoyens. Il y a une nuance à saisir là-dessus. Quand je dis représentation des peuples et représentation des citoyens. C'est deux choses différentes, mais nous ne pouvons pas nous étendre là-dessus. Là-dessus, oui. Ouais. Et je reviens ici à dire qu'il est réservé 3 postes, c'est-à-dire 3 juges qui doivent provenir du Parlement. Oui. Dans le passé récent, on a perdu un juge. Et ce juge était issu de la Chambre haute qui est le Sénat. Le Sénat, oui. La logique voudrait que, en tout équilibre des choses, que le Sénat puisse pourvoir à son remplacement. Mais tout en suivant les règles ou les dispositions de la Constitution. Il y a une procédure à suivre. C'est cette procédure, selon le président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été suivie dans la désignation, et selon le président du Sénat, il s'est réservé le droit, le Sénat s'est réservé le droit de pouvoir à ce remplacement. Pourquoi? Parce que c'est un droit et c'est la logique. Alors, la manière, les deux ont des points de vue soutenables à avancer. Nous, en tant que société civile, nous disons que la manière utilisée, ils ont utilisé des voies épistolaires en s'élançant des correspondances étalées au grand public pour une institution ou pour les organes d'une institution, le Parlement, qui siègent sur le même lieu. Ils sont tous au palais du peuple. Et on ne voit pas comment ces institutions, eux qui siègent sur le même lieu, qui peuvent se parler facilement, le plus naturellement du monde, mais ils se lancent des correspondances très envenimées, très pimentées, et qui transpirent, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça ne nous honore pas. Ce sont nos travailleurs, ils font le travail pour nous. Mais nous leur disons qu'ils ont mal procédé et ça ne nous honore pas. Et nous parlons au nom du peuple. Et quant au sujet, au fond de la question elle-même, ils doivent se retourner le plus rapidement possible et considérer que cette fois-ci, c'est le Sénat qui doit désigner. Et au sein du Sénat maintenant, on doit respecter la procédure pour pouvoir à ce remplacement-là. Je rentre dans le cadre de la société civile. Et le Congrès doit être rapidement convoqué. Parce qu'en marge de cette désignation, il y a des grandes décisions qui peuvent aussi tomber. Je crois que le Parlement est déjà à pied d'œuvre pour ce congrès. Mais M. Christopher Ngoy, je rentre dans le cadre de votre casquette étant que coordonnateur de la société civile nationale congolaise. Alors aujourd'hui, vous avez dit que la société civile est politique. Comment répondrez-vous aux gens? Nous ne disons pas que c'est une structure politique. Nous disons que la politique, c'est une des thématiques de la société civile. Des thématiques de la société civile. La politique en soi, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. La politique permet, c'est une activité humaine, une activité sociale, qui permet à un peuple de s'ordonner à une fin supérieure. Ok. Et c'est la bonne politique. Elle est différente de la politique au rabais, qui se résume en quoi? Au bavardage, aux rencontres mondaines, aux supputations, aux jeux malsains tels qu'on nous a habitués. Et ça, nous détestons. Et qui peut moraliser la politique? C'est la société civile. Alors, comment répondrez-vous aux gens qui vous collent l'identité d'être de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS? Bon, vous dites bien l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Oui, qui dit social, c'est le peuple. Et s'il y a des organisations, des partis politiques... Mais comment vous répondez aux gens qui vous collent cette identité? Nous disons ceci, il est évident que si vous voulez que je n'aime pas trop parler de moi-même. Je vous pose une question ouverte. Répondez-moi clairement. Je suis entré à la conférence nationale souveraine comme membre de l'ANESA, actuellement appelée FEC, Société civile. Et j'ai œuvré aux côtés de gens
Numbi Mukanko, fait docteur Numbi. Et j'étais dans la dynamique de l'union sacrée et alliée à l'époque. C'est alors que l'UDPS fera appel à moi, par la personne du président Tshisekedi, Étienne, et un autre président du directeur de l'UDPS, Frédéric Ibassa-Maliba, qui me demanderont, vu mon activisme, de rejoindre l'UDPS. Et vous partagez cette conviction jusqu'à l'heure actuelle? J'ai partagé cette conviction. Je suis parmi les gens qui ont implanté l'UDPS. Je suis parmi les sociétés de l'UDPS. Mais à un certain moment, j'étais appelé par ma vocation de toujours. C'est de défendre les autres. En tant que défenseur des droits humains, j'ai récupéré ma vocation. Je suis coordonnateur de la société civile de la RDC aujourd'hui, élu par mes frères, mes compères, par les organisations qui sont membres de notre structure. Et je crois à ce jour que j'ai fait très bien mon travail. Et que ce soit les partis politiques, tout comme les associations de la société civile, ils relèvent tous du privé. Ce sont des faits privés. Il n'y a pas d'incompatibilité possible à se mettre ensemble parce que dès l'histoire du pays, nous retenons qu'il y a eu l'union sacrée et alliée. Les alliés, là, c'était la société civile. La population a tout compris. Et il y a eu Rassop. La population... Rassop, là, à côté des politiques, c'est la société civile. La société civile. Il n'y a aucune structure qui fonctionne. Même ceux qui disent chaque jour que voilà, Christopher et UDPS et ceci, il y a toujours des alliances entre les organisations de la société civile et les partis politiques pourvu qu'on vise les mêmes objectifs. Et qui se retrouve, in fine, c'est le peuple. Qui doit se retrouver. Qui doit se retrouver. La population et nous, tous au service du peuple. La population a compris comment M. Christopher Ngoy définit son poste de coordonnateur de la société civile congolaise par rapport à tout ce que les gens... maîtrise bien. Et qui aide le peuple. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. OK. Nous nous disons, nous ne nous sentirons jamais heureux, ni à l'aise non plus, tant qu'un élément, tant que corps, tant qu'un organe du corps est en souffrance, depuis plusieurs années. Et nous avons aussi le temps. Et aujourd'hui, le peuple est en train d'agir. On a vu les motards à Goma en train d'aller accompagner notre armée. Un geste louable. On sent, et c'est la société civile maintenant qui se réveille et qui prend le devant, qui prend les choses en main. Et nous sommes en train de pousser pour qu'on arrive à la déclaration, à faire une déclaration ouverte. Des guerres. Des guerres, avec le Rwanda. Ça, c'est l'impulsion qui vient de la société civile. Monsieur Christophe... Et si on s'en tenait seulement aux politiciens, qui ont peut-être des accords... Il y aura trop de léthargie. Trop de léthargie, peut-être ils ont des réalités entre eux. Bon, moi, je n'ai jamais mis au Rwanda. Mais peut-être qu'il y a des gens qui auraient peur, parce qu'il faut dire les choses clairement, qui auraient peur de regarder en face le Rwanda et de dire, écoutez, vous êtes en train de nous tuer. Et depuis qu'on est en train de faire pression, rares sont des structures politiques qui crient autant que nous, qui manifestent autant que la société civile. C'est pour vous dire que nous jouissons d'une indépendance totale. Et je peux vous dire que parmi les organisations de la société civile, rares sont celles qui essayent de redresser le ton. Pourquoi? Parce qu'ils se recroquevillent sur la position dictée par certaines organisations internationales qui savent ce qui se passe à l'Est, mais qui n'ont jamais tout fait pour y mettre fin. Et il y a des organisations, des ONG et tout ça, ici, congolaises, qui sont avec nous, mais qui sont sous leur coupe et qui ne peuvent pas crier haut pour dire non, trop c'est trop, on arrête et tout ça, sinon on va leur fermer le robinet. Alors, vous avez loué l'action menée par le président de la République en instaurant l'état de siège. Nous sommes en train d'atterrir. Mais M. Christopher Ngoy, est-ce qu'aujourd'hui, renouveler la confiance à Félix Tshisekedi serait une bonne chose par rapport à sa gestion et par rapport à la vision? Oui, mais de tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays, bon, Mouzé n'a pas fait long feu, parce qu'il avait les assassins donc dans son entourage. Hein? Il faisait rail avec les assassins, ils l'ont éliminé. Mais de tous les présidents qui sont passés à la tête de ce pays, mais il est le bon, il est proche du peuple, et il a la volonté de voir ce pays changer. Il a la volonté de voir le Congolais retrouver sa place dans le temps.
ou sa véritable place. Il a cet amour-là du peuple, il a cet amour de ce pays. Il ne dort pas, il va nuit et jour, il est debout. Et on sent que ça commence à marcher. Parce que le gouffre était profond. Vous l'avez souligné, 52 ans de descente en enfer. Et il est debout, il ne ménage aucun effort pour nous sortir de là où nous étions. Parce que nous étions perdus. Et nous qui avons combattu le système Mobutu, qui était un dictateur inouï, nous avons gardé des certains. Nous avons combattu les autres qui sont succédés. Nous emportons des stigmates. Et nous savons juger à juste valeur la qualité du travail fait par l'actuel président. Parce que nous avons été présents dans tous les régimes. Nous avons combattu, nous les étudions. Nous faisions rail avec eux. Et aujourd'hui, si nous pouvons dire à notre peuple d'écouter, maintenant là, l'espoir est permis, croyez-nous. Par où tu sais qu'il est en train de faillir, en toute franchise? Il fait trop confiance aux gens. Parce qu'on dit trop bon, trop couillon. D'où il ne doit pas faire confiance. Lorsqu'on est au sommet de l'État, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. On doit avoir des ennemis. On ne peut pas avoir nécessairement des ennemis, mais on fait le travail sans complaisance. Monsieur Christopher Ngoyi, quelle attitude la population doit adopter à une année des élections, s'il y en aura? Étant que coordonnateur de la société civile. Les élections, c'est un rendez-vous important pour le peuple souverain. C'est à travers les élections qu'il est appelé à actualiser la gouvernance du pays. Sa gouvernance. Parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui a appris à gérer, à gouverner, c'est le peuple. Retenons ça. En ce moment, le peuple doit ouvrir l'œil et le bon. Avoir le discernement. Savoir dès maintenant distinguer les actions populistes qui sont faites juste pour l'embarquer, toucher sa sensibilité et croire que voilà les bons qui peuvent faire le bonheur pour moi. Et les véritables actions des compatriotes, les actions peut-être qui n'auront pas l'éclat spectaculaire, mais qui sont des actions valeureuses. Non, pas valeureuses, qui sont des actions de valeur. OK? Et s'il arrive à faire ce discernement, il n'y aura pas moyen qu'il soit trompé. Et si ce peuple vote avec responsabilité, il va renouveler la classe politique, parce que c'est son droit. Mais s'il vote avec irresponsabilité, c'est-à-dire c'est lui qui va lui apporter à manger pour un jour, c'est lui qui apporte une bière et tout ça, et puis il va lui donner son vote, eh bien, la gestion du pays n'aura pas changé. Et c'est une période où le peuple doit rester méfiant. Il doit défier tout ce qui se présente devant lui. Et il doit passer au crime, pourquoi pas cette fois au creuset. Et c'est une période où le peuple doit rester vigilant. Parce que l'ennemi est avec nous. L'ennemi est avec nous. C'est une période où la désinformation, parce qu'on achète même les organes entiers de presse. Alors que le rôle de la presse, là je vous responsabilise, le rôle de la presse, c'est de faire comprendre au souverain primaire de la manière dont il est géré pour qu'il sache tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il sache opérer le choix, un choix objectif qui lui apporterait le bonheur. Peut-être en 30 secondes, M. Christopher Ngoyi, vous êtes d'avis que les communautés se réunissent en forum pour chercher des solutions conflictuelles qui se sont posées en 30 secondes. Comme on a vu Moïse Katumbi Kabila au Katanga, on voit le Kasaï qui va se réunir, le Grand Bandundu, peut-être l'Équateur demain. Vous êtes d'avis avec cette façon de voir les choses? Non, je ne suis pas d'avis. Vous n'êtes pas d'avis? Je crois que c'est bon de se réunir pour résoudre des problèmes. Si problème il y avait. Oui. Ou s'il y avait.
Mais s'il n'y avait pas de problème, si c'était une dispute, pour des raisons d'ailleurs obscures, entre deux individus, faudrait-il embarquer toutes les communautés? À ce que je sache, parce que vous parlez du Katanga. Je n'ai pas entendu les Hunts s'en prendre au Sanga. Je n'ai pas entendu les Balubakat s'en prendre aux autres, non, au Bemba ou autres. Il n'y a pas eu ce genre de problème. Mais il y a eu un groupe d'individus avec deux acteurs en tête qui appartenaient à une même famille politique que nous combattions à l'époque. Et c'est par stratégie, par ruse, qu'ils se sont séparés pour dire non, vous allez, Ngwanda le dit, vous allez à l'opposition là-bas, les prenez directement la tête, comme ça nous aurons bloqué les deux côtés. Ça pourrait être ça. Et Dieu merci, à l'opposition, on a été très malin. On n'a pas pu céder à cette pression parce que la pression était forte. Quelqu'un qui vient vers vous, il veut prendre la tête. Et il met le paquet. Et la source de ce paquet-là est la même. Et aujourd'hui, si ces deux individus décident de se réunir, de se retrouver ensemble, au moins, nous savons ce qu'ils ont toujours été, parce que l'ordre protocolaire affiché, étalé à l'église, a montré que de l'autre côté, il y a toujours un chef de file. Et c'est lui qui était venu pour prendre la tête à l'opposition, et qui, par mégarde, aurait pu être notre chef, alors que l'ordre protocolaire est allé à l'église, à la cathédrale de Lubumbashi. Donc nous nous serions mis tout simplement dans la poche de ce malin-là. Merci, M. Christopher Ngoyi. Je crois que la population qui nous a suivis à travers le monde a retenu le mot du coordonnateur national de la société civile congolaise, Christopher Ngoyi, qui nous a fait honneur de participer à cette tribune. À vous la parole sur Bossolo TV. Restez branchés, il reviendra sur d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans cette tribune. Monsieur Christopher Ngoyi, merci de votre participation. C'est moi qui vous Tout le plaisir était pour nous. Nous comptons que la population a la parole à partir de ce que vous avez avancé sur ce plateau. Au revoir. Merci infiniment, et surtout à vos téléspectateurs. Nous ne parlons que pour la population et pour le compte de la population. Merci.